Nouvelle semaine, nouvelle édition, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du lundi 15 avril 2024. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, après l'approbation par le gouvernement de la feuille de route Madagascar-Amadiou 2030 et les lignes directrices pour l'établissement du Code municipal d'hygiène ou CMH, la vulgarisation officielle des outils et textes réglementaires à cet effet a débuté à Madinque et cela se poursuivra dans toutes les communes de Madagascar selon les explications. Plus de détails avec Bervoula Sfiran. Le code municipal d'hygiène est un outil utilisé par la commune pour établir les règles et réglementations dans le domaine du nettoyage et de l'assainissement. La municipalité de Madinque fait partie des municipalités qui sont en train de sensibiliser le public au CMH. La feuille de route Madagascar-Amadiou 2030 pour les volets urbains définit les travaux à réaliser, le rôle de chacun, le budget nécessaire et la capacité de recherche de ressources financières pour atteindre l'objectif. La police et la justice jouent également un rôle dans cette feuille de route. Le ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, Ravuka Tchafidiniav, a souligné que la mise en œuvre des lois et règlements pour établir l'ordre public, qui est l'un des points précisés dans la feuille de route. À noter que la feuille de route Madagascar-Amadiou 2025 pour le volet rural a été publiée en 2019. 60% des communes rurales sont débarrassées de la défécation à l'air libre, objet de cette feuille de route Madagascar-Amadiou 2025 pour le monde rural. Dans d'autres sujets, au total, 1801 personnes ont été arrêtées dans toute l'île pour avoir commis des délits au cours des 2 semaines de l'opération SARC menée par la police nationale. 8 polices ont dû être emprisonnées pour cause de corruption dans l'accomplissement de leurs fonctions. Et l'opération SARC a été menée pour renforcer la cohésion entre les forces de l'ordre et la communauté et surtout restaurer l'autorité publique. Plus de détails avec Sej Radjanas et Félan Rakotorsoul. La police nationale a effectué aujourd'hui le bilan de l'opération SARC. Cette opération qui a duré 2 semaines durant lesquelles 4800 policiers ont été mobilisés dans tout Madagascar. Lors de cette opération, la prévention a été mise en avant car elle a constitué 86% des actions. Au total, 105 000 patrouilles ont été réalisées au cours des 2 semaines. La lutte contre la violence faisait également partie de l'opération et des contrôles ont été réalisés dans 3 milieux soupçonnés d'être le théâtre de maltraitance d'enfants ou d'abus sexuels. La police nationale a également démantelé 73 réseaux criminels. D'autre part, 8 policiers ont été emprisonnés au cours de 3 derniers mois pour violation de la loi ou pour corruption. Cela s'inscrit dans le cadre de la restauration de la dignité de la police nationale, selon les explications. Cette opération a pour but de restaurer la sécurité, surtout de restaurer la confiance du peuple envers la police nationale et les autorités. Cette initiative vise à impliquer activement les citoyens dans la prévention des crimes en encourageant le partage d'informations avec les forces de l'ordre. La population est appelée ainsi à coopérer en fournissant des renseignements et en signalant rapidement tout incident suspect. En retour, la police promet une présence renforcée sur le terrain et une réactivité accrue. Et pour la mise en œuvre de la vision de développement du gouvernement qui donne la priorité au secteur agricole ainsi que la promotion du milieu rural, il y a eu aujourd'hui une dotation de matériel pour les agriculteurs de la commune d'Ambouidianak initiée par le député élu dans le district d'Atsimjan, Anj Khativayin. En outre, de nombreux équipements ont été également remis aux forces de l'ordre dans cette localité pour faire face à l'insécurité dans cette municipalité. Reportage sur les images de Antar Ratanaville. Plus de la moitié de la population de la commune rurale d'Ambouidianak sont des agriculteurs, d'où l'importance de la promotion du milieu rural qui est à la base du développement. Raison pour laquelle le député de Madagascar, élu dans le district d'Antananarivo Atsimjan, Anj Khativayin, a offert ses nombreux matériels de production tels que des herses, des sarcleuses et des charrues obtenus grâce au budget de la CIAD. En outre, les forces de sécurité locales se sont vues dotées également de 5 motos et de projecteurs pour mener à bien la lutte contre l'insécurité dans cette municipalité. De nombreux outils, en plus de ceux distribués aujourd'hui, seront encore remis aux agriculteurs de la commune Ambouidianak prochainement, selon les explications. Le manque de matériel utilisé par les agriculteurs a toujours été un problème auparavant.
On espère donc, selon les propos du maire de cette municipalité, que l'acquisition de ces outils augmentera la productivité. 11 communes du district d'Atimjan ont déjà bénéficié de ce type de dons. C'est un défi lancé par le député élu dans cette circonscription que toutes les municipalités doivent disposer de tel matériel de production pour mettre en œuvre la vision de développement du gouvernement, donnant la priorité au secteur agricole. Et Burundi et Madagascar échangent leurs expériences sur l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables face aux impacts du changement climatique. La partie sud de Madagascar, où interviennent différents projets axés sur la capacité à faire face aux catastrophes naturelles et à l'insécurité alimentaire, est principalement concernée. La délégation du Burundi a effectué une visite dans la région d'Anos à cet effet pour constater les stratégies mises en œuvre par le gouvernement malgache à travers le projet Miyond, financé par la Banque mondiale. Reportage signé Martina Andunyen et Nzar Hanjiansu. Le Burundi est l'un des pays d'Afrique qui souffre actuellement des effets négatifs du changement climatique, alors que la majorité de sa population est vulnérable. Ce pays envisage la mise en place d'une stratégie de protection de sa population vulnérable et c'est la raison pour laquelle une délégation du Burundi est à Madagascar pour tirer des leçons dans la mise en œuvre de leur projet. Le pays, depuis une certaine période, a connu une guerre civile qui a poussé la population à se déplacer vers les pays limitrophes pour justement, à la suite de cette situation et de retour après la crise, la population est revenue, étant dans une situation qui n'est pas confortable. Ça c'est un de deux, les changements climatiques qui s'abattent sur le monde en général et sur notre pays en particulier, a fait que justement la population soit dans une situation de vulnérabilité. Le Burundi dispose actuellement d'un projet gouvernemental pour faire face au changement climatique dénommé Prodeci, avec le même objectif que le projet Miyond, tous deux financés par la Banque mondiale. Le but de leur mission est donc le partage d'expériences dans la mise en œuvre de ce projet Miyond. La visite de la délégation burundaise dans la région d'Anos a duré 3 jours et 2 districts, dont Amboasareti et Tolanar, ont été visités à cette occasion, permettant de constater les infrastructures et les stratégies mises en œuvre pour permettre aux habitants de faire face aux catastrophes naturelles telles que la sécheresse, les inondations et bien d'autres. Concernant maintenant les actualités météorologiques, des cumuls pluviométriques pouvant atteindre entre 40 et 90 mm en 24 heures sont prévus sur le centre-est en ce début de semaine selon Météo Madagascar. En conséquence, la région Atinan est placée en vigilance jaune pluie abondante ce lundi 15 avril. Le même dispositif est en vigueur les lundis 15 et mardi 16 avril dans la région Analindirouf, tandis que la région Ambatsu sera placée en vigilance verte les mardis 16 et mercredi 17 avril 2024. Ces conditions météorologiques pourraient entraîner des perturbations de la vie quotidienne dans les régions concernées, avertit Météo Madagascar qui met en garde contre les éventuels glissements de terrain, dégradation routière, inondations et montée des eaux. Concernant les actualités sportives, presque toutes les grandes équipes ont gagné lors de la 7e journée de la compétition Pure Play Football League ou PFL, championnat de Madagascar pour la première division. La 7e journée de cette compétition s'est déroulée ce week-end et au stade Bypass particulièrement. Le Disciple FC s'est imposé face à l'Inet FC Rouge, ce qui le place à la première place de la conférence Sud. Plus de détails avec Anzar Ratanraville. La 7e journée du championnat de Madagascar de première division de football a eu lieu le week-end dernier. Pour le match où se sont affrontés le Disciple FC et l'Inet FC Rouge en particulier, ce n'est qu'en deuxième mi-temps que les deux équipes ont marqué les buts. Le Disciple FC a ouvert le score à la 60e minute grâce à Andulaline. Par la suite, l'Inet FC Rouge a lancé de nombreuses attaques, mais le Disciple FC a encore marqué un autre but par l'intermédiaire d'Andulaline à la 75e minute. Ce n'est qu'à la 83e minute que l'Inet FC Rouge a marqué son unique but à travers Sichakiniain. Le score est resté inchangé jusqu'à la fin du temps réglementaire et les deux équipes se sont séparées sur le score de 2-1 en faveur du Disciple FC.
Une victoire satisfaisante selon l'entraîneur. En raison de cette défaite, l'INETFC Rouge se retrouve à la dernière place dans la conférence Sud, mais l'équipe ne baisse pas les bras pour autant, selon son entraîneur. Et en ce qui concerne les résultats des autres matchs, lors de cette 7e journée du PFL dans la conférence Sud, le CFFA Andouaran Foot a remporté la victoire face aux Anakala FC sur le score de 1-1. L'Elgeco Plus, également qualifié pour le play-off, après s'être imposé face au Tatou FC sur le score de 3-1. Et dans la conférence Nord, l'Uska Foot est sortie victorieuse face à la Jessaya sur le score de 4-2. La Fanalamanque a battu le KFC Adiana par 2-2 et le dernier match, le Foussa Junior de Bouwéne, s'est imposé face au Kosfa 3-2. Un match en retard va se jouer cette semaine pour clôturer cette phase de conférence, notamment le match AS Diana contre le Tsar Massouange FC. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, l'Iran a développé ce qu'il nomme l'axe de la résistance contre ses deux ennemis, Israël et les États-Unis. Alors, de quoi s'agit-il? Reportage de France 24. La rivalité entre Israël et l'Iran remonte à 1979, date de l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini. Depuis, l'Iran a développé ce qu'il nomme l'axe de la résistance contre ses deux ennemis, Israël et les États-Unis. Téhéran a fait de l'anti-impérialisme américain un socle d'unification des communautés chiites de la région. Qasem Soleimani, assassiné en 2020 en Irak par une frappe de drone américaine, en est l'un des grands architectes. Aujourd'hui, cet axe de la résistance est composé de la Syrie de Bachar al-Assad, du Hezbollah au Liban, du djihad islamique et du Hamas à Gaza, à qui Téhéran fournit armes, financement, savoir-faire technologique et formation, de milices pro-iraniennes en Irak, comme les forces de mobilisation populaire, et des rebelles chiites houthis au Yémen. Depuis le début de la guerre à Gaza, le territoire israélien a été frappé par la plupart de ces groupes, tandis que les rebelles houthis lancent des attaques en mer Rouge pour saper les intérêts israéliens et américains. Les milices irakiennes, elles, ont frappé une base militaire américaine en Jordanie. Un gage de solidité de ce front de résistance qui a pour but de dissuader qui que ce soit de s'en prendre directement à l'Iran. Et même si chacun a son propre agenda, dans la région, personne ne souhaite l'embrasement, et surtout pas Téhéran. Ensuite, le Hezbollah libanais a affirmé lundi 15 avril avoir activé les engins explosifs au passage de soldats israéliens qui ont traversé la frontière côté libanais-Israël, faisant état de 4 soldats blessés. France 24. Effectivement, Florent, l'explosion s'est produite peu avant l'aube dans le secteur frontalier de Tal Ismaïl. Le Hezbollah a indiqué donc dans un communiqué avoir placé des engins explosifs dans cette zone pour repousser toute incursion de soldats israéliens en territoire libanais. Le mouvement chiite dit avoir observé le mouvement des troupes de Tsahal et que les explosifs ont été actionnés après que des soldats israéliens ont traversé la frontière. Il faut le rappeler, fin mars, 3 observateurs militaires de l'ONU et un traducteur libanais auraient été blessés dans l'explosion d'un engin similaire lors d'une patrouille à pied dans la zone frontalière de Rmesh. Une explosion qui porterait la signature du Hezbollah selon Tsahal et qui avait alors nié toute implication dans cet incident. À l'heure où l'on se parle, un calme relatif règne à la frontière. Les derniers bombardements israéliens ont été enregistrés tôt ce matin dans les secteurs frontaliers de Nakoura et de Alma el-Shahab. La nuit dernière, d'autres raids israéliens ont aussi pris pour cible des infrastructures du Hezbollah dans plusieurs régions frontalières. C'est vous dire que le Hezbollah maintient donc une stratégie, sa stratégie donc qui consiste à mener des opérations en soutien à Gaza et en représailles aux attaques de Tsahal au Liban, sans chercher l'escalade. Selon les analystes, c'est la raison pour laquelle il n'a pas participé à l'attaque iranienne contre Israël. Le mouvement chiite répond donc avec beaucoup de précision aux bombardements israéliens au Liban et rien ne semble avoir changé à ce niveau-là donc depuis le 7 octobre. Une information aussi à vous transmettre, cette réaction très importante au Liban aujourd'hui du Premier ministre libanais Najib Mikati qui s'est entretenu ce matin avec plusieurs membres de son cabinet. Il a estimé que l'État hébreu entraînait la région dans la guerre et dans ce contexte, il a appelé la communauté internationale à davantage de pression sur Israël pour empêcher l'escalade et mettre un terme à la guerre.
Et le Bayer Leverkusen a remporté dimanche à domicile le premier titre de champion d'Allemagne de son histoire et par la même occasion mis fin à 11 saisons d'hégémonie de Bayern Munich sur le football allemand. France 24. Avant même le coup de sifflet final, une marée de supporters rouges et noirs envahit la pelouse. Leur club de football, le Bayer Leverkusen, est champion d'Allemagne pour la première fois de son histoire en 120 ans d'existence. À l'extérieur du stade, même euphorie et même larmes de joie. En remportant la Bundesliga, le Bayer Leverkusen a réussi l'exploit, mettre fin à 11 ans d'hégémonie du Bayern Munich. Indescriptible, incroyable, ces deux mots suffisent. On a un entraîneur génial, il a fait tout ce qu'il fallait, un bon entraîneur motivé. Il a amené l'équipe là où elle est aujourd'hui. Cet entraîneur, c'est Xabi Alonso. Champion d'Europe et du monde avec l'Espagne, l'ancien joueur a réussi son passage du terrain au banc d'entraîneur. Dès sa première expérience majeure, il l'emporte un premier titre, et ce, plusieurs journées avant la fin de la compétition. C'est incroyable. Nous allons mettre un peu de temps à réaliser ce que nous avons fait. Mais maintenant, il faut célébrer. Une déclaration qui ravit ses joueurs. Ils débarquent en pleine conférence de presse, bière à la main. C'est une équipe fantastique, composée de grands joueurs, pleine de qualité, avec le bon entraîneur. Ce que nous avons fait cette saison sera de toute façon inscrit dans les livres d'histoire, mais nous voulons continuer à aller de l'avant. Dans les prochaines semaines, Leverkusen peut ajouter de nouvelles lignes à son palmarès. Invaincus sur leurs 43 derniers matchs, les hommes de Xabi Alonso visent désormais le triplé avec la Ligue Europa et la Coupe d'Allemagne. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir à tous.